En fait, je voulais parler un peu de notre expérience et de nos leçons, si on peut dire, sur la prise en charge de Covid-19 à l'hôpital, pas ailleurs, concernant et l'organisation des soins à l'hôpital et le traitement. Alors, je vais être rapide et j'espère ne pas dépasser. Je vais mettre chrono, comme ça j'ai compris. Voilà, 57, c'est très bien. Alors, je suis dans un service de maladies infectieuses à Farhat Hached de Sousse. Ce service qui a connu la première, pas vague, non, pas du tout, je ne sais pas, la première introduction du virus qu'on a su tout de suite maîtriser, mais après les choses sont gâtées. Donc, c'était vraiment, on a vécu dans le service et à l'hôpital toute l'expérience depuis le début et mon ami docteur Boussachar sait très bien de quoi je parle. Donc oui, on a eu beaucoup d'expériences, des leçons au quotidien, mais qu'est-ce qu'on a pu euh, apprendre pour de bon pour les appliquer? Parce que ça ne sert à rien d'apprendre des leçons, mais il faut les utiliser pour faire comme, et faire en sorte d'être toujours et encore prêt pour nos patients de la façon la plus optimale possible. Donc là, vous savez très bien où est-ce que l'on est actuellement. Donc voilà, je vous parlais de ce qui s'est passé au début. On ne peut pas parler de vague, bien qu'il y a eu un début et une fin, comme j'ai bien écouté la définition de la vague d'après le mathématicien. J'ai oublié son nom, donc on ne peut pas dire ça. Mais par contre, là, ça a l'air d'être, ça finira un jour, et donc je pense qu'on fera une belle vague. Malheureusement. On est là, donc plus de 92 000 cas actuellement en Tunisie, avec beaucoup de régions qui sont en rouge, Bordeaux, avec plus de 200 pour 100 000 habitants d'incidence, cas de Covid-19. On est à plus que 1450 cas de patients hospitalisés à la date du 25, donc, et de 4400 de malades hospitalisés, donc c'est des malades qui sont graves. Et évidemment, donc pour dire encore la gravité, on a dépassé les 3000 décès avec une moyenne qui dépasse un peu la moyenne générale mondiale, mais bon, il y a beaucoup de considérations. Mais chaque mort, si on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Et regardez cette répartition de la mortalité, surtout chez les sujets âgés, chez ceux qui ont les comorbidités, qui sont déjà âgés même, qui sont déjà tarés même en dehors de comorbidité, vu l'âge. Alors, j'étais en train, je pensais avoir un peu plus de temps pour vous décrire ce qui se passe à Farhat Hached. Et là, vous me prenez avant Dr Habib Ghadira. En fait, parce que j'ai demandé aujourd'hui, et vous allez voir si on va appeler ça une leçon, c'est quelque chose qu'on peut construire sur, ou bien yes, il reste encore du travail. J'ai demandé à voir combien de cas ont été hospitalisés à l'hôpital Farhat Hached. Autant je sais ce qui se passe dans le service, mais à l'échelle de l'hôpital, ce n'est pas toujours évident. Et au fait, oui, on a avancé. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant Covid, ça, on sait faire maintenant. Sauf que je l'ai trouvé chez le directeur. C'était difficile de trouver l'information ailleurs. Et donc, voilà, vous allez voir nombre de patients pris en charge, je vais vous le dire. En fait, on a pris en charge jusque-là 574 exactement patients. Actuellement, il y a 70 patients qui sont hospitalisés au jour d'aujourd'hui. Il y a eu 117 décès, ce qui est quand même très important. Et vous savez que 90% de ces patients se sont passés à partir du mois, donc c'est en 2 mois et demi, à partir de la mi-septembre, voire même début octobre, qu'on a le maximum de malades. Donc c'était très rapide. Alors, tout au long de
de cette crise, de cette épidémie qui a occasionné une crise sanitaire, au vrai sens du terme, on était tout le temps avec plusieurs défis, on est tous d'accord, mais surtout deux défis majeurs. Les deux défis majeurs, et là le premier, surtout actuellement et surtout avec cette vague actuelle, c'est assurer un accès aux soins et une continuité de soins pour les patients Covid et les non-Covid. Ça, c'est le défi majeur pour lequel on lutte au quotidien. Le deuxième défi, c'est optimiser la prise en charge thérapeutique avec tout ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ces deux défis-là et qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qui reste à apprendre et à concrétiser, comme je l'ai dit. Je commencerai par cette organisation de soins pour arriver à résoudre et à faire face à ces défis qui est la continuité et l'accès aux soins pour mieux prendre en charge nos patients Covid et non Covid. Si j'ai pris ici deux phases. La première phase, ici à droite, est là ce que j'ai appelé la vague actuelle, pour mieux comprendre le déroulement. Alors, la première phase en période de confinement total, je ne suis pas là pour donner un avis sur ce qui s'est, mais ce qu'on a vécu, ce confinement total, était associé à un accès aux soins non Covid très altéré. Donc ça, c'était vraiment le plus grand problème. Donc l'accès aux soins des patients non Covid à l'hôpital, je ne vais pas parler ailleurs, mais tout le monde sait que ailleurs en première et en deuxième ligne, c'est kiff-kiff, mais à l'hôpital, c'était le plus grand problème. On était le contexte d'un personnel qui était angoissé, très angoissé. Il avait peur de la transmission, surtout pour leur famille. Toujours ce problème de non-équité au début, que pourquoi c'est moi, pourquoi c'est pas l'autre, comment je peux faire, est-ce que je suis capable ou pas. Donc ça, c'était un personnel qui était au début. Donc c'est la crise, c'est le début de la crise. Hein, il faut se rendre à l'évidence maintenant qu'on a du recul. On était dans un contexte de communication avec les patients, la population et les autres secteurs qui étaient tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, je vous rapporte comment on fait en dehors de cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe généralement? Alors, le patient, il est adressé à l'hôpital, soit il est adressé par un autre médecin et c'est lui qui vient pour prendre un rendez-vous dans une consultation, on l'inscrit, on lui donne un rendez-vous, il revient une deuxième fois. Donc, ou bien c'est les gens qui viennent directement aux urgences, en cas d'urgence et on sait très bien de non-urgence. Donc ça, c'était le classique qui était pas du tout adapté, je dirais même en dehors des crises, qui aurait dû changer depuis longtemps. C'est vrai que les choses sont en train de changer un peu partout avec l'informatisation des rendez-vous, mais ça reste très, très, très insuffisant et je dirais encore qu'il y a des choses à faire sur ça. Donc, on était dans ce contexte-là de communication qui était très classique et il fallait lever les défis dans ce sens et des ressources limitées. Les lits, les équipements, le personnel, c'était ce contexte-là. Donc, la première des choses qui a été faite, qui a de plus en plus montré son efficacité, mais il va falloir encore améliorer, c'était cette fameuse cellule de crise à l'hôpital. Cette cellule de crise qui, au début, au début, il n'y avait pas beaucoup de patients. Hein, on avait pris en charge pour tout et pour tout, je pense, 70 patients à l'échelle de l'hôpital. Donc, c'était en mars jusqu'à avril, donc essentiellement mars et avril. Donc, la formation
des personnels, les formations un peu partout, dans tous les services, les procédures qui commençaient à être distribuées, on essaye de les faire comprendre, etc. Et surtout ce fameux circuit Covid avec le triage, etc., mais qui se passait surtout, les consultations étaient arrêtées, les actes opératoires et autres étaient presque paralysés. Enfin, il n'y avait pas grand-chose, c'était le confinement à l'époque. À l'échelle des services, et ça je parle de services que je connais, qui est le service de maladies infectieuses de Farhat Hachid, c'est là où, parmi les actions qui étaient très très bénéfiques et de leçons, c'était le travail en équipe qui était au top. Quand on dit en équipe, c'est tout le monde au service du patient et tout le monde fait tout. Alors c'est le médecin, c'est l'infirmier, c'est l'aide-soignant quand il existe, parce que c'est une denrée. C'est l'agent de nettoyage quand il existe aussi. Ça aussi, c'est des difficultés énormes de personnel. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est un contexte. Mais au moins, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Et la communication avec les patients. Et là, on s'est très vite rendu compte que les patients étaient avec des visites interdites, étaient isolés, surtout les vieilles personnes. Ce sont plus les vieilles personnes qui sont hospitalisées. Et donc, c'était d'appeler la famille, de faciliter ce contact entre la famille et le patient qu'on a essayé de faire. Et donc ça, c'était des actions. Maintenant, laissez-moi vous parler du contexte actuel qui est autre, qui bien sûr, on a continué à prendre en charge soit des patients Covid, non Covid. Malheureusement, je dis que cette période de l'été, on n'a pas pu vraiment reprendre les choses en main pour mettre en place des choses qui sont plus cadrées, plus claires. Mais quand même, on était, disons, un peu mieux préparés lors de cette vague. Mais on avait d'autres défis et un autre contexte qui est celui des non-Covid qu'on avait l'impression de lâcher. Il fallait les conserver et assurer la tâche d'un hôpital, d'un CHU, qui est celle de troisième ligne et de prendre en charge des malades qui doivent être chez nous. On était aussi un contexte qui était négatif, c'était le personnel soignant, le personnel qui travaille à l'hôpital qui était atteint par Covid, un nombre très important qui était atteint, et ça aussi, il fallait faire avec, mais qui restait quand même actif. Hein. Donc, on ne va pas dire que tout a été arrêté à cause de cela. La communication est un peu améliorée, et ça, il faut le dire, entre les différents services, avec l'administration, un peu avec la population, etc. Ça a commencé à s'améliorer. Mais les ressources restaient toujours limitées. Donc voilà, les ressources des lits, équipements, personnel, mais on devait faire avec. Les actions étaient, et ça c'est un peu mes leçons, donc la cellule de crise est devenue un peu plus interventionnelle puisqu'elle est allée vers les services qui n'étaient pas expérimentés et qui devaient prendre des malades parce que le nombre est devenu très très important. Au quotidien, on a une centaine de patients, ça ne peut pas être une maladie infectieuse à c'est inconcevable, c'est pas possible. Donc, il a fallu faire des services, donc intervenir auprès des services pour faciliter le triage qui est devenu à tous les niveaux. Donc, au niveau des consultations, puisqu'on a repris on a repris à faire nos consultations dans les services de chirurgie, à chaque fois qu'il y a le moindre doute. Donc, tout ça était très important. Et la médecine de travail qui a très bien pris en charge le personnel de soins. Et ça, c'est une des meilleures leçons. Donc, c'est de bien s'occuper de ces trous, bien s'occuper du personnel pour détecter facilement, faciliter le diagnostic, prendre en charge, etc. Donc ça, c'était très important. Aussi, le laboratoire, quand il est devenu ici même à l'hôpital, c'est un acquis aussi, c'est une bonne acquisition. Et donc, il y a au moins
une discussion avec le laboratoire qui est plus facile, l'acheminement, on n'a plus besoin d'aller très loin pour transporter nos prélèvements. Donc, c'est vraiment une action qui était une bonne. Et à l'échelle des services, c'était donc l'extension des lits avec aussi l'anesthésie, les services d'anesthésie-réanimation qui sont venus, là, donc les lits de réanimation, des lits de médecine, il fallait, c'était obligatoire, avec amélioration de la communication entre, comme je l'ai dit, entre les différents services. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a un peu appris de cela? L'importance, on ne peut pas penser de ce qu'on a appris à l'hôpital, l'organisation des soins à l'hôpital, sans essayer d'agir en amont de l'hôpital, avant le préalable, avant même l'arrivée du patient. Ce n'est pas possible de dire, voilà, on va mieux gérer l'hôpital alors que les gens encore ne communiquent pas correctement, les gens ou bien les autres secteurs ne communiquent pas correctement avec cet hôpital. Donc le préalable, c'est l'organisation avant l'arrivée du patient. Et donc là, la population générale bien informée est une obligation. Je ne dis pas qu'on est arrivé à le faire à 100%. Il y a encore et encore un problème de meilleure communication. Les urgences, les portes de l'hôpital qui sont encore, et il faut les considérer comme primordiales. Les rendez-vous adaptés pour la continuité de soins des patients après sa sortie. Ça aussi, c'est en dehors de l'hôpital, mais c'est des malades qui sont... Comment faire cela et une première ligne qui collabore. Donc ça, c'est important. À l'hôpital, donc ce qu'on a appris, on a mieux appris comment prévenir la transmission aux patients et au personnel soignant, les tris, les scores, le dépistage rapide, etc. Donc tout ça, on sait mieux faire. On sait mieux collaborer, accompagner des services non expérimentés. Aussi, on a su épargner quelques services qui doivent continuer à travailler correctement, tels que les services de carcinologie, d'hématologie, la gynéco-obstétrique, la néonatologie, bien qu'ils ont eu à prendre en charge des patients parfois qui relèvent de la pédiatrie, de la néonate, mais quand même, il fallait qu'ils continuent leur travail correctement. À l'échelle nationale, il ne faut pas aussi oublier, parce que ça a un impact sur l'hôpital lui-même, toutes ces recommandations nationales de l'itinéraire, et ça, vous regardez l'INEA Santé qui a fait un travail extraordinaire pour rassembler les sociétés savantes, pour parler du circuit du patient, pour parler... Donc tout ça, c'est l'organisation des soins. Et donc, oui, ça, ce qu'on a vu comme recommandations dans ce sens, on ne les a pas vues avant. Et donc, oui, on est en train d'avancer peu à peu ensemble. Le Chocroom aussi, qui a énormément aidé l'hôpital en matière d'équipement, donc ça aussi, cette collaboration avec à l'échelle nationale, bien qu'on n'est jamais content nous, à l'hôpital, mais il y a beaucoup d'acquis. Donc tout ceci parce qu'on a compris qu'il faut s'adapter à ces ressources limitées. Donc ça, on l'a bien compris. Au fait, ce que j'ai dit, elles ne sont pas vraiment bien encore apprises, des leçons. J'ai mis des choses dans l'organisation de soins qui sont en cours d'apprentissage, j'ai appelé ça ainsi, ou bien à concrétiser, qui ne sont pas encore très évidentes. C'est la continuité des soins. Donc, c'est très important, cette continuité des soins. Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites, mais qui ne sont pas souvent suffisantes. Alors, je vais faire vite, puisqu'il me reste 2 minutes. Donc, l'évaluation des soins, maintenant, on en parle. Comment évaluer ces soins-là? Et maintenant, l'OMS a mis en place des systèmes pour évaluer ce qu'ils appellent les unmet needs par rapport aux patients eux-mêmes et leur satisfaction. Et c'est très important. Pour ceci, un cadre est nécessaire, voire carrément une démarche d'accréditation. Si je parle de traitement, à l'hôpital, c'est les formes modérées, graves, voire même critiques. Hein.
le contexte était une infection virale, nouvelle, avec une littérature très abondante et des niveaux de preuve avec des problèmes d'éthique que nous connaissons tous et que je ne vais pas revenir. On s'est posé toutes les questions, qui traiter, comment traiter, faut-il prévenir, faut-il même donner des traitements pour prévenir. Donc tout passait et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, on a très vite su que cette infection virale était essentiellement associée à la réaction inflammatoire et aux manifestations vasculaires. Je passe très vite. Voilà, je vais vous faire passer un peu maintenant les traitements qu'on a vus, qu'on a tous essayés, et puis de moins en moins actuellement, et je vais passer rapidement à ce qu'on a appris de ces traitements. Donc, l'hydroxychloroquine, donc c'est non contre sa prescription, l'azithromycine non plus, l'opinavir qu'on a essayé au début non plus, je mets sauf clinical trials pour certains, et encore, et encore. Le remdesivir qu'on n'a pas en Tunisie, qui peut être utilisé dans les formes sévères et peut-être dans les jours qui suivent, quand les choses se calment, et sur le plan éthique, ça sera plus clair. Donc peut-être qu'on ne trouvera aucun plus, on ne sait pas encore, donc attendant. Le plasma des convalescents, c'est uniquement dans les clinical trials, le tocilizumab aussi, clinical trials. Donc, on doit le famodine, le desféral. Donc, tout ça, c'est des médicaments en cours d'essai. Et puis, très vite, je passe, ça, c'est les effets de communication. On a maintenant des ordonnances même sur Facebook. C'est vraiment, ça, c'était des vrais problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et maintenant, comment on prend en charge et quelles leçons, peu à peu, on a apprises? L'utilité des corticoïdes et l'importance des anticoagulants quand on a compris cette physiopathologie. Je passe, je ne vais pas prendre. Donc, au fait, cette prise en charge, on sait qu'aucune molécule à activité antivirale n'a fait la preuve de son efficacité de façon certaine, que les corticoïdes, oui, les anticoagulants, chez les patients hospitalisés, oui, également. Donc, au fait, les moyens dont on dispose, bien sûr de standards of care, donc c'est l'oxygène, le traitement, ça c'est, on sait ce qui, mais le traitement anticoagulant, corticothérapie, le traitement des comorbidités, n'oublions pas, les malades sont là parfois plus par décompensation de comorbidité qu'autre chose, ils viennent au premier plan pour ça. Donc le traitement antiviral ou autre en cas de clinical trial et l'antibiothérapie si sur infection, bien qu'on a l'impression qu'on n'a rien appris concernant l'antibiothérapie, on en donne trop. Et ça pose problème, il va falloir qu'on s'assoie autour d'une table pour ça. Donc, on voit plus clair, oui, grâce à ces nombreuses controverses, grâce à ces nombreuses publications qui n'ont pas respecté et ces publications, etc. Donc, ça, c'est des grands problèmes, mais on voit un peu plus clair. Le plus important, la leçon, c'est tenir aux valeurs sûres de l'evidence-based medicine et prendre le temps, malgré la crise, de bien évaluer. Ce qu'on a appris aussi, qu'on a pu travailler dans des protocoles de recherche multidisciplinaires, et quand on voit des mathématiciens, quand on voit des informaticiens qui essayent de mieux comprendre pour voir comment on peut améliorer cela. Donc oui, ça c'est, on a beaucoup appris et on a appris à conduire certains essais cliniques en multicentrique, bien qu'on peut mieux faire, mais c'est un bon début. On accepte et c'est un bon début. Il faut continuer. La communication et la gouvernance, je l'ai mis à la fin parce qu'on l'a pas, cette leçon, on ne l'a pas encore bien apprise, mais ça viendra. Je reste optimiste aujourd'hui, comme d'habitude. Et puis, je termine par une citation de Charles Nicholl. Un siècle auparavant, ça a été écrit sur l'avenir des maladies infectieuses en 1930. Il a dit il y aura donc des maladies nouvelles. Il parlait des infectieuses, Charles Nicholl. C'est un fait, c'est fatal, ça arrivera, quel que soit. Donc, un autre aussi fatal et que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Donc, il faut du temps et on aura encore des crises et des crises. Le plus important, c'est de sortir avec effectivement des leçons pour
les adapter en dehors du Covid et encore une fois, je répète, pour être prêt à soigner nos patients dans les meilleures conditions. Et je vous remercie.